Bonjour à tous, bienvenue encore une fois dans une nouvelle vidéo de HGL. Nous continuons dans le monde merveilleux des clan books avec le second qui est le livre de clan dédié aux gangrels, avec une couverture pas si mal colorisée que ça de l'ami Tim Bradstreet. Il y en aura qui seront moins réussis plus tard. Donc le clan gangrel est le clan par excellence qui s'occupe des animaux et qui est consacré un peu à l'avatar. Si on, si on peut estimer que l'essentiel de tous les clans de Vampire la Mascarade représente chacun un aspect plus ou moins maîtrisé du vampire ou une inspiration, évidemment Dracula, mais d'autres, que ce soit par exemple les Brujas qui sont plus basés sur les frontières de l'Aube, que par exemple les Timicés sont très inspirés par la série de romans d'horreur de Lumet qui s'appelle Nécroscope. Les gangrels sont un peu l'équivalent du vampire en tant qu'animaux des êtres sauvages, et notamment la fameuse tirade de Dracula qui, quand il entend, quand il reçoit comment dire, quand il reçoit Jonathan Harker chez lui, il entend les loups qui hurlent et ils disent Ah, les enfants de la nuit, quelle musique ils chantent, qui est très connue. Et donc il y a cette espèce d'aspect-là, c'est-à-dire que les gangrels sont de facto font partie de la Camarilla, sont des gens qui sont attachés à la mascarade, mais sont des solitaires, sont des vampires qui sont attirés par l'extérieur et par le monde sauvage, alors que par essence, les vampires sont des créatures urbaines. Certains gangrels sont obligés de rester dans l'environnement urbain parce que, évidemment, ils restent des prédateurs et que dans la forêt, il y a souvent des loups-garous. Ils ont une relation très particulière avec les loups-garous qu'on va avoir. Ils ont une relation assez particulière avec les gitans sur lesquels je reviendrai moins. Mais on peut dès à présent regarder ça. Alors, c'est fait par Brad Freeman. J'ai cherché des informations. J'ai pas trouvé grand-chose pour une fois. Mais on aura l'occasion de revoir des gens comme ça. Donc on a toujours les mêmes personnes, on est encore en 80. Là, je crois on commence l'année 93, si je dis pas de bêtises, avec juste une boutade où quelqu'un se fout de la gueule éhontément de Mark Reinhagen, parce que Mark Reinhagen avait commencé si vous lisez les bouquins de vampires, la première édition, il y a un hommage qui est fait à Václav Havel, où c'est marqué Václav Havel, ce livre lui est dédié, lui, homme d'État, philosophe, dramaturgiste et poète. Et là, c'est parce que c'est juste le moment où Hunter S. Thompson venait de mourir, je crois. Non, ça m'étonnerait, je sais pas, parce que pour moi, il est mort beaucoup plus tard, puisque il a rencontré Johnny Depp pour tourner le film Fear and Loathing in Las Vegas, Las Vegas Parano, et donc en gros, c'est une blague, parce que c'est pareil, ce livre est dédié à Hunter S. Thompson, poète, dramaturge et homme d'État, ce qu'il était clairement pas, et qui était, donc on rappelle, hein, enfin si vous le savez sûrement, mais Hunter S. Thompson, c'est le créateur du journalisme gonzo, donc c'est-à-dire qu'il écrivait des grands articles de presse, mais il allait se défoncer la gueule avec les gens. Il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de drogue. Donc le livre est essentiellement illustré par Bill Bridge. Donc Bill Bridge, c'est un peu le monsieur, c'est pas vraiment très, enfin, je trouve que c'est pas un dessinateur exceptionnel. C'est un mec qui est là depuis le début. Il va surtout aider à bosser les logos et il aura un rôle prépondérant sur Loup-garou l'Apocalypse et Mage. C'est lui qui va commissionner notamment Phil Brucato, donc qui va être un des principaux architectes de Mage l'Ascension. On a une introduction qui est, c'est pas une nouvellette pour une fois, c'est pas un petit texte de fiction, mais c'est juste une sorte de rédaction, reprise d'un autre personnage. Donc en gros, c'est un vieux Bruja qui s'appelle Ashton, enfin un vieux gangrel qui s'appelle Ashton qui veut parler des gangrels, enfin qui veut parler de l'histoire des gangrels, et il est relu par quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que lui qui s'appelle le docteur Raoul King, qui est un jeune gangrel, mais qui a été manifestant, qui a été activiste social dans les années 60. Donc pour donner, ça c'est un truc qu'ils font très 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 souvent, où vous avez un personnage qui, dans la diégèse, raconte une histoire, et il y a une personne, deux personnes, voire trois personnes qui mettent des notes de bas de page, des commentaires en disant ça c'est un tissu de bêtises, il dit n'importe quoi, et dans un registre de ton assez différent. Donc ça, c'est une introduction, donc il n'y a pas grand-chose, il s'explique concrètement, voilà, vous faites partie du clan Gangrel, c'est un clan qui est très différent de tous les autres clans. Vous allez comprendre pourquoi par notre relation avec les Lupins et les Gitans. Les Gangrels ont donc, comme je disais, la grande différence avec la majorité des vampires, c'est qu'ils aiment être dans la nature, ils aiment être avec les animaux, ils aiment être hors des villes. Ce qui peut paraître antithétique pour les vampires qui sont des créatures urbaines,
ne serait-ce qu'en simplicité pour vivre, pour éviter justement d'être avec toutes les créatures, enfin pour, un, éviter de tomber sur les lupins, donc les loups-garous qui vivent hors des villes, et deux, évite simplement avoir plus de gibier, puisque il y a beaucoup plus d'humains qui sont présents dans les villes que dans le monde rural. Cette espèce de... Comme tous les vampires, on peut... les fondations d'un clan en termes bon, de discipline, en termes de psychologie, en termes de, ouais, de malédiction aussi, reviennent essentiellement au fondateur du clan. On sait beaucoup de choses sur le fondateur du clan Gangrel, ironiquement jusqu'à un certain point. D'après les notes de Ashton, il faut revenir à la genèse vraiment du monde des ténèbres, qui est toujours évidemment très ancré dans l'Ancien Testament et un tout petit peu le Nouveau. Savoir que dans l'idée de Vampire la Mascarade, Adam se base sur l'idée, sur certains textes, alors si je dis pas de bêtises, c'est plutôt au niveau de la Torah, où en fait Adam a eu 3 femmes. La première c'était Lilith, qui était complètement indépendante et qui notamment était beaucoup trop véhémente pour les goûts de Adam, et elle a, quelque part, c'est la première féministe, comme ils disent dans le livre. Et un jour, Adam a dit à Dieu, ça va pas être possible, il faut qu'elle parte. Et donc Lilith est partie avant que avant que Dieu recrée deux versions de femmes, donc une femme oubliée parce que Adam l'a vue se composer à partir de sa chair, et la troisième qui sera évidemment Ève. Et à ce moment-là, donc, on vous dit de suivre l'histoire de Lilith. Lilith est assez importante, voire très importante dans la mythologie de vampires et souvent du mage dans le monde des ténèbres en général, pour plusieurs raisons. Un, c'est parce que justement, c'est une sorte d'icône féministe d'un certain regard qui fait un contrepoids extrêmement énorme, qui fait un contrepoids énorme à Cain. Elle est vue comme étant l'une des premières, voire la première archimage par les magiciens. Elle est vue comme étant plus ou moins, ça dépend, un avatar de Gaïa pour les loups-garous. C'est assez compliqué, c'est assez casse-gueule. C'est un personnage qui est à la fois qui est très important, mais qui n'a pas tellement d'historique sur elle, à part un petit livre que j'ai pas acheté, hein, je ne les ai pas faits. J'ai oublié de vous dire, il y a... Donc tout ça, tout ce que je vous lis, c'est des livres et des suppléments pour Vampire et Mascarade. Il y a des romans, et après, il y a des sortes de compendiums qui sont en petit format, avec une couverture un peu plus luxueuse, qui sont au nombre de 4, si je ne dis pas de bêtises. Il y a le livre de Nod. Donc en gros, c'est un joli petit livre qui reprend la Bible des vampires. Il y a les chroniques héritiennes, si je ne dis pas de bêtises, qui sont justement le point de vue des suivants de Lilith. Il y en a un, c'est les révélations du labyrinthe noir, qui sont en fait le point de vue des adorateurs du ver chez loup-garou, donc les méchants loups-garous pour aller vite. Il y en a un paquet, hein, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, il y en a 4-5, et j'en ai acheté aucun parce que ça m'intéresse pas trop. Mais n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, vous pouvez trouver sur internet, c'est des bouquins qui sont assez propres. Mais tout ça pour vous dire que Lilith a un rôle important, mais qu'elle n'est pas si bien décrite que ça. Ce qui va un peu choquer quand on arrivera sur la fin de la gamme, parce qu'il commence à y avoir beaucoup de références à Lilith, notamment dans le dernier livre GN. En attendant, Lilith sort du Jardin d'Éden, et elle commence, en fait, au moment où elle part du Jardin d'Éden, elle est déjà enceinte. Et elle va être présente avec, on ne sait pas si c'est Adam ou d'autres créatures, mais en tout cas, il y a d'autres personnages qui vont être présents, des sortes d'aides maternelles qui vont être présentes pour l'aider à accoucher et pour s'occuper des enfants, qu'elle va abandonner. Il y a 4 enfants, chacun des enfants est lié et protégé par... Donc il y a un serpent, un ours, un loup, un tigre, et on dit que le 5e enfant serait protégé par une bête qui n'est pas décrite. Certains des enfants vont mourir très rapidement, donc notamment le serpent, l'enfant qui est gardé par le serpent va mourir très rapidement, mais d'autres vont survivre, et notamment celui qui nous intéresse, c'est, vous l'avez deviné, l'enfant qui va être élevé par les loups, qui s'appelle Enoya. Et Enoya, c'est celle qui va devenir, donc c'est une immortelle, qui est métamorphe, qui vit aussi bien avec les loups sous forme humaine que sous forme, sous forme humaine que sous forme de loup, qui en fait est concrètement la sœur ou demi-sœur, on ne sait pas trop, des premiers métamorphes, puisque les autres enfants qui vont survivre, eux, vont devenir en fait les précurseurs, les géniteurs originaux des lycanthropes, donc des loups-garous, mais aussi des féras, qui sont les autres créatures change-forme qui existent.
Donc cette idée-là, en fait, c'est que concrètement, le Enoya est la demi-sœur des fondateurs des métamorphes. Et c'est ça qui explique un petit peu la toute petite relation qu'il peut y avoir entre eux, originelle. Enoya va évidemment se balader, elle est immortelle, elle va rejoindre la cité d'Enoch et la cité des hommes, mais chapeautée par les troisième générations de vampires. Et finalement, en faisant tourner les têtes, elle va avoir beaucoup d'enfants, donc là on estime qu'elle a aussi créé les gitans. Elle va s'acoquiner avec, avec une seconde génération donc il y a trois, hein, rappelez-vous, qu'un à trois enfants. Elle va s'acoquiner avec une seconde génération, et à partir de ce moment-là, va être transformée en vampire. Elle va devenir concrètement la première l'antédiluvienne des gangrels. Une page très difficile à lire, comme vous voyez, parce que l'espèce de fond qu'il a fait, Bill Bridge, rend très très difficile la lecture. Au-delà de ça, quoi vous dire? Bah, pas grand-chose en fait. On sent que l'écriture de ce clan de book est pas ouf. Il n'y a pas grand-chose à dire en fait sur les gangrels en tant que, mis à part leur culture très indépendante, très isolée, ils sont pas très impliqués dans quoi que ce soit. On sait qu'ils ont fricoté un peu avec Carthage et puis ils sont partis, qu'ils auraient potentiellement aidé à la mise en place d'un roi gitan bien avant l'arrivée de Jésus-Christ, mais on vous en dit pas plus. C'est assez naze en fait. Il y a pas grand-chose. La seule chose qu'on vous dit, c'est qu'ils étaient très présents on les retrouve souvent, en fait, bah, évidemment, dans la Horde sauvage, parmi les Vikings. On les retrouve aussi beaucoup en Amérique du Sud, parmi les Amérindiens ou les cultures précolombiennes. Mais il n'y a rien de vraiment très intéressant, à part une ou deux anecdotes pour choquer, qui sera d'ailleurs reprise dans le clan de book Ravnos. Donc ça, c'est marrant de voir qu'il y a un parallèle déjà, puisque pour l'instant les gangrels ont aussi un lien avec les gitans, ou dans un camp de concentration en fait, où sont parqués tous les gens du voyage. Ce que va faire, il y a un gangrel qui est passé par là, qui va transformer tout le monde en vampire, pour que justement ils se libèrent et ils tuent tous leurs tortionnaires nazis. On a après une topographie qui est vraiment pas très intéressante non plus du monde sur les gangrels, avec notamment leur présence vous l'avez deviné, dans les endroits sauvages, en Alaska, en Antarctique, dans la forêt noire allemande qui est sous contrôle. Truc rigolo évidemment, c'est la France, puisque ce livre sort au moment où Euro Disney va être construit. Donc on vous dit que peut-être que l'ancien endroit où était Euro Disney, si je me rappelle, c'était juste des champs, va en fait c'est un terrain privilégié des gangrels, et que donc c'est sûrement une manœuvre qui est faite par les ventrus, ces salauds de ventrus, ou les toréadors, pour faire perdre du pouvoir et du prestige aux gangrels de France. La culture gangrel est assez simple, hein, mine de rien. Donc comme je dis, l'idée c'est que c'est des gens qui sont extrêmement indépendants. L'échange culturel est donné. On vous donne en fait un exemple d'échange sur l'idée des rencontres, c'est-à-dire que les gangrels aiment à partager de l'histoire et aiment à se retrouver en petits comités. C'est-à-dire que souvent, les gangrels qui errent au travers du monde se retrouvent ensemble et discutent et échangent des histoires, hein, dans une tradition orale assez simple. Et là, on vous donne l'exemple notamment donc, d'une d'une ancienne, donc c'est un révérend qui passe au milieu du Texas, et une ancienne serveuse au fin fond du Texas, qui se retrouvent et qui ont tous les deux des espèces de perceptions complètement différentes en fait, mais qui contribuent à ces genres d'histoires, des histoires qui peuvent être vraies, des histoires qui peuvent être fausses, des histoires qui peuvent être complètement exagérées. L'idée essentielle, c'est qu'ils vont avoir des sortes de conclaves, hein, qui vont faire quasiment tous les siècles. Enfin, c'est assez rare. C'est pas du tout comme les Brujas où ces réunions sont très rapides. Mais on notera que ça, c'est un truc qui est marrant, qu'on retrouve quasiment dans tous les clans vampiriques, au moins la Camarilla. Il y a vraiment cette idée que les membres de la Camarilla, malgré l'organisation très stricte de la Camarilla, malgré justement un peu le côté sclérosé évidemment qui imprègne le statu quo, c'est que tous les vampires, tous les clans qu'on va voir en fait ont ce besoin d'échange de tradition orale, ce qui est assez marrant en fait pour des gens qui se décrivent comme une espèce de prédateurs extrêmement solitaires. Et on le retrouve avec les Nosferatu, on le retrouve avec les Malkaviens, tout ce beau monde. L'essentiel, on vous donne par rapport au respect que les gangrels et les traditions, c'est qu'il y a quand même, pour essayer d'apaiser la bête et de la tenir sous contrôle, des éléments qui se retrouvent à travers tous les gangrels qui arrivent à des niveaux de pouvoir, soit en tant que primogène ou en tant que prince. C'est un respect pour la nature, ça va de soi.
une envie de maintenir la mascarade, un certain mépris en fait pour les traditions quelque part. On verra plus tard, et surtout l'idée c'est que c'est pas les princes qui vont rester dans la tour d'ivoire, mais c'est juste qu'ils vont préférer se balader un petit peu à droite à gauche, et surtout sur les frontières, donc ce qu'on appelle en gros les banlieues des villes où ils aiment bien un peu observer leur territoire quelque part, comme un instinct animal. On arrive à la relation avec les lupins, donc les loups-garous, qui est très 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 compliqué. Donc c'est plus un teaser pour Loup-garou l'Apocalypse qui est déjà sorti à ce moment-là, où on voit ce que connaissent les gangrels sur leurs cousins lupins. C'est à la fois beaucoup de choses, si on compare aux vampires, et pas grand-chose. Il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup de choses qui vont pas exactement dans le bon sens, donc ils les voient évidemment comme des nobles guerriers qui protègent la nature, mais perçoivent bien aussi que la majorité des lupins détestent les loups-garous, enfin les vampires, parce que justement, ils écrètent une sorte d'énergie maléfique, l'odeur du ver. Donc si vous connaissez Loup-garou Apocalypse, vous savez de quoi je parle. Le ver étant, donc, je ne vais pas faire un bouquin sur Loup-garou l'Apocalypse, mais les loups-garous sont au centre d'une trinité qui renvoie à la création, la civilisation et la destruction, donc l'entropie, et dans ce contexte-là, l'entropie est devenue folle, ce qu'on appelle le ver, et le ver a commencé à corrompre tout ce qu'il y a. Ce qui veut dire que, par essence, un vampire a une affiliation vampirique a une affiliation avec le ver au-delà du mal qu'il fait, c'est parce que simplement c'est un mort-vivant, et que donc il n'est pas dans l'ordre naturel des choses, et il ne respecte pas l'entropie dans le cosmos tel qu'elle devrait l'être. Donc c'est assez simple, et bon, évidemment, les vampires sont maléfiques pour appeler ça des loups-garous, parce qu'ils contrôlent les situs, parce qu'ils détruisent la nature. Donc c'est essentiellement ça. Les vampires font déjà, par contre, les gangrels font déjà la distinction entre les loups-garous, disons, classiques et les danseurs noirs, donc les Dark Spiral Dancers, qui sont les loups-garous, on rappelle, qui sont tombés sous l'influence du ver et qui sont complètement corrompus. Il y a pas mal de petites choses comme ça. Alors après, la difficulté, évidemment, ce que veulent faire beaucoup de joueurs, c'est s'acoquiner avec les loups-garous, ce qui est très très compliqué. On vous explique que généralement, les vampires vont se déguiser, vont prendre la forme, enfin les gangrels vont prendre la forme avec protéane d'un loup pour essayer de passer inaperçus. Ils ont des dons et des astuces pour masquer leur odeur, pour ne pas se faire détecter comme étant des créatures du ver et donc ne pas se faire détruire sur le champ. Ensuite, on donne quelques petits éléments sur justement la cité, enfin sur les loups-garous, ils mélangent un peu tout. Donc ils mélangent des clans, notamment ceux qui marchent sur le ver, les enfants de Fenrir, et par exemple les ragabages, qui sont en fait une hospice. Donc c'est plus un type de personnalité propre aux loups-garous selon le cycle de la lune quand ils sont nés que vraiment un clan, et donc les Black Spiral Dancers, qui expliquent ne pas vouloir trop s'approcher. Il y a la relation avec les Roms que je vais passer parce que je trouve ça pas très intéressant. Et c'est, comme je dis, c'est quelque chose qui va être réutilisé et réapproprié plus tard dans le clan de Nouk-Ravnos. Donc ça, c'est très très bizarre, c'est que toute cette relation avec les Roms et les Gitans va disparaître pour être complètement réappropriée par les Ravnos de manière beaucoup plus forte, en fait, quelque part. Donc on a une toute petite demi-page sur la raison de la conception d'un gangrel, que généralement les raisons sont multiples, ça nous avance vachement. Et le nouvel enfant qui est créé, on lui donne tout le sang possible, contrairement au sabbat qui les laisse un peu agonisants. Et ils sont suivis de loin pour voir par leur maître sans jamais intervenir, pour savoir en fait comment ils se débrouillent dans leur nouvelle vie. Il y a des modifications possibles sur les formes animales, donc juste pas, enfin, pour ne pas juste vous donner la forme et taper dans les statistiques des animaux qui sont présents dans le livre de base, mais pour donner des avantages et des inconvénients propres à chacune. Donc notamment, le loup, c'est que l'odorat est décuplé, par contre, et la chauve-souris, les attributs physiques sont complètement détruits, par contre, vous pouvez voler. Alors, grand classique, dans tout compte, ça va être les approches des gangrels sur les traditions, les factions et évidemment les autres clans. On voit que c'est encore une fois, les gangrels n'ont pas grand-chose à... Enfin, les gangrels apprécient la mascarade et la protègent, un peu comme les gangrels, par contre les traditions, ils n'ont pas grand-chose à faire. Essentiellement, mis à part celles où ils reconnaissent leurs enfants, l'essentiel des traditions, c'est juste, tu fuis, si jamais tu te fais pincer, tu cours très vite, te pose pas trop de questions, ça va bien se passer.
Avec les autres clans, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, c'est des relations essentiellement d'apparat qu'ils vont avoir, c'est-à-dire qu'ils vont s'engager socialement un petit peu avec les gens de la Camarilla ou les autres clans, mais très rapidement, ils se considèrent comme des étrangers, même au sein de leur propre, de leur propre, de leur propre secte. Le- c'est pas transcendant, en fait. Vraiment, comme je dis, je trouve que c'est un bouquin et c'est un problème qu'on verra avec beaucoup de clan books. Pas tous, hein, il y en a qui sont bien, mais beaucoup de clan books sont vraiment faits pour, comme à Donjon, vous donner des éléments supplémentaires pour les pouvoirs, mais l'aspect historique est très très peu, enfin est très faible, et surtout pour les gangrels qui sont vraiment pas un clan d'intrigants, c'est vraiment pas un clan qui a, enfin c'est pas un clan intéressant. Alors je dis pas à jouer, mais c'est pas un clan qui est intéressant pour son historique, concrètement. Le seul élément qui est rigolo, c'est leur lien avec les loups-garous, mais c'est plus un teasing ou c'est pour attirer une certaine partie des joueurs. Mais au-delà de ça, ils ont pas des personnages très importants dans leur historique, ils ont juste suivi la Camarilla plus qu'autre chose. Donc c'est pas vraiment ouf. Et on a encore des règles supplémentaires pour pouvoir jouer avec, enfin pour pouvoir collaborer avec nos amis lupins. Euh, mais certaines choses qui sont propres aux lupins, puisque ne faut pas oublier, c'est que les lycanthropes, les métamorphes sont des créatures de deux mondes. C'est pas des créatures physiques, c'est des créatures physiques et spirituelles. Donc par exemple, leur capacité à aller dans l'Umbra, qui est le monde éthéré, pour aller vite, est complètement fermée, évidemment, aux gangrels qui sont des vampires. Les archétypes gangrels pour créer des joueurs, donc là ça va être un grand moment de déconnade comme d'habitude, on va bien rigoler. On retrouve Tim Brook qui revient, donc on va avoir un concept par exemple qui est un archon en devenir. Donc les archons sont, on rappelle, pour aller très vite, c'est le FBI de la Camarilla, c'est des agents qui sont dépêchés directement sous l'égide, qui appartiennent, enfin, qui bossent pour les, qui bossent pour les justicars. Donc les justicars, il y a un justicard par clan, il y a 7 clans, et eux bossent, les justicars sont la plus haute autorité qui existe, c'est les préfets, grosso modo, du monde vampirique. Ils répondent uniquement au cercle intérieur de la Camarilla. Puisqu'ils sont que 7 et qu'ils ne peuvent pas être partout, ils ont des dizaines et des dizaines et des dizaines de mecs qui bossent pour eux, qu'on appelle les archontes. Les archontes peuvent être de tout alibi différent, ça peut être des espions, ça peut être des juges de paix, ça peut être des comptables, ça peut être aussi des alastors, donc des gens qui sont spécialisés dans la chasse des individus les plus recherchés par la Camarilla. Donc il y a tout type. Et là, on vous dit, en gros, c'est une brute. C'est un gars qui va suivre un peu tout ce qui se passe dans une ville, sous couvert d'être le pote des anarches, le pote des Ancillae ou juste un gentil serviteur des anciens. Et en fait, il passe son temps à chercher la moindre justification pour casser des gueules. Il est très social, il est très justement pour casser un peu l'idée du gangrel asocial et renfermé sur lui-même. C'est un type qui est très social, mais qui est vraiment là, c'est une pourriture, c'est un espion qui est là juste pour casser des gueules et pour répondre aux justicards. Baby in the Woods, donc c'est le bébé dans les bois, donc c'est quelqu'un qui, c'est un concept qui est assez classique, ce qu'on appelle, donc c'est des gens il y a beaucoup de sages malkaviens qui n'acceptent pas le fait, qui comprennent pas ce qui s'est passé, qui n'acceptent pas le fait qu'ils sont des vampires. Et donc c'est quelqu'un qui s'est fait transformer en vampire comme ça. Elle est étudiante, elle continue à suivre ses cours, mais évidemment elle dort de jour, donc c'est compliqué. Et il y a une scène elle a été transformée un peu comme ça, et son cire l'a laissée à l'abandon. Donc c'est si jamais vous voulez jouer un personnage qui justement est complètement opposé ou qui découvre le monde vampirique jusqu'au bout, aller dans l'excès, c'est donc l'archétype de l'innocent qui s'est fait un peu prendre enfin qui s'est fait piéger et qui se retrouve dans un monde ô combien cruel et difficile à gérer. Le biologiste, donc ça va soit biologiste marin ou autre, qui va étudier les animaux, donc ça marche parfaitement. Ça c'est assez rigolo, c'est que les gangrels par rapport à beaucoup d'archétypes qu'on voit dans d'autres clan books, on a l'impression que, mis à part celle que je vous ai montrée avant, l'essentiel, ils sont contents d'être là. En fait, ils trouvent ça mieux d'être vampires parce que ça leur permet de prolonger ce qu'ils faisaient durant leur existence. Et c'est un point, en général, dans les archétypes qui est donné par rapport aux créations de perso, ou dans le livre de base, pour essayer de répondre à l'aspect gothique, gothic punk, on va dire, bah voilà, vous êtes une erreur, on vous a transformé en vampire, mais vous ne le vouliez pas, oh mon Dieu, vous êtes immortel, c'est horrible. Et là, en fait, peut-être aussi un concept qui est propre à la V2 et qui va beaucoup faire gueuler, notamment sur le concept des Vampions, dont on reviendra. Donc Vampions, c'est Vampire Champions. Ça renvoie à un jeu de rôle qui s'appelle Champions, qui était un jeu de super-héros, qui est l'idée que certains joueurs vont jouer à Vampire pour jouer des super-héros avec des crocs.
pour les vampires, enfin super-héros with fangs, l'idée que bah, vous jouez juste pour les pouvoirs, pour vous éclater, et que ça s'oppose directement à une certaine vision du vampire qui devrait être une espèce de créature misérabiliste, qui est torturée par l'horreur intérieure, par sa bête, et qui n'est que manipulée par tout le monde, et donc on ne peut pas s'amuser pour aller vite. Je vous laisse juge des approches, je trouve que dans tous les cas, c'est des approches et des archétypes qui sont un peu extrêmes. Moi, je sais que personnellement, la majorité des gens qui jouent à Vampire apprécient les disciplines. Pour le reste, ça dépend, mais il est sûr que l'aspect horrifique est quand même lié au fait que bah, c'est quand même cool d'avoir des disciplines et des pouvoirs rigolos. Bref, passons. Et donc l'essentiel des archétypes qui sont montrés sont des gens qui apprécient en fait le fait d'être mort-vivant parce que ça leur permet de continuer ce qu'ils faisaient quand ils étaient vivants, donc notamment le biologiste, ça va un peu de soi. Le Bold Urban Commando, donc c'est l'espèce de commando. Alors ça c'est assez bizarre, j'ai l'impression que l'impression est dégueulasse. Le dessin est pas du tout. Enfin, on sent qu'il y avait des petits problèmes au niveau de la PAO. Donc c'est bah, l'archétype de la jeune fille en colère qui va tout péter en lisant des traités anarchistes. C'est évidemment un personnage qui sera très très proche des anarches plus tard. L'éco-guerriero, donc qui pose des bombes pour faire sauter des ponts et libérer la nature, c'est très 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 ancré dans les années 90. Hein. N'oubliez pas, on est vraiment on est à un moment où Greenpeace est un peu à son apogée notamment, donc maintenant ça va changer parce qu'il y a beaucoup d'autres ONG qui sont mis dans ce sillon comme Sea Shepherd. Mais les années 90, ouais, dans les médias en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement récurrent, cette idée d'une sorte d'éco-terroriste qui se bat pour protéger les plantes et la nature. Ça va être aussi des impulsions comme, faut jamais oublier, Ted Turner, qui est le monsieur qui a créé notamment qui a ABC, CBS, et qui a fait beaucoup, beaucoup d'argent sur la Warner, qui est un mec un peu foufou de mégalo, qui a notamment, il a créé, donc c'est lui qui a créé beaucoup de chaînes liées à la Warner, et c'est quelqu'un qui a mis du fric sur sa table, malgré le fait que ce soit quand même un capitaliste assez avéré, pour financer de sa poche Capitaine Planète, qui était un dessin animé quand je grandissais gamin, où en gros c'était des gamins qui pouvaient, avec des anneaux magiques, invoquer le Capitaine Planète qui sauvait le monde contre les méchants qui voulaient polluer la planète. Et c'est assez ouf, donc pour vous montrer à quel point c'était vraiment dans l'air du temps. Donc le fameux éco-terroriste qui a un pull tricoté en laine et forcément la chemise de bûcheron à la ceinture, qui continue son œuvre de nuit pour protéger la mère nature. Alors là, ça, c'est du grand n'importe quoi. L'explorateur, donc vous reconnaissez évidemment une version gender bend, donc changer de sexe d'Indiana Jones. Il a même la même couverture iconique que dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Qui est un personnage plus vieux dans l'archétype, puisqu'on vous dit, bon, vous avez affronté les nazis quand vous étiez jeune, et puis en vieillissant, vous dites, ah, c'est dommage, je ne peux plus continuer mon aventure. Alors heureusement, il y a une gangrel qui arrive et qui, sur le lieu de première fouille, vous transforme en vampire. Donc maintenant, c'est cool, vous pouvez continuer à explorer des mondes oubliés et affronter les méchants partout où ils se trouvent, tout en faisant des laïus et des discours à tous les gens que vous connaissez. C'est assez rigolo. Et c'est un... Je rigole, je me moque, mais on lui dit, du coup, quand elle est devenue vampire, qu'elle est plus axée sur des recherches naturelles. Et c'est un personnage qui, évidemment, va devenir très important dans le métaplot de Vampire, puisqu'il y a Beckett, qui est un archéologue, Gangrel, qui sillonne le monde pour essayer d'explorer les mystères, qui va devenir un personnage extrêmement important. Donc on rigole, mais finalement, ça va se retrouver plus tard. C'est un concept que je trouve assez intéressant, c'est le grand chasseur blanc, donc cette espèce d'idée d'un type qui est né dans les années 20 et qui a pu chasser des éléphants enfin, qui cherche un peu comme le comte Zaroff à trouver sans cesse, en explorant le monde, une créature digne de se la affronter et qui garde une sorte de prestance ou une sorte de noblesse oblige quelque part, donc qui n'est pas forcément juste une crapule, mais qui cherche vraiment à prouver qu'il est le plus grand chasseur qui existe, donc ça c'est marrant. Et il est australien. Il est australien. Ils l'ont fait australien, enfin dans ses citations, il n'utilise que des expressions idiomatiques d'Australie. Donc comment dire, la personne qui fait semblant d'être loup-garou, donc avec toutes les compétences qui vont bien pour espérer se joindre à la meute. Ça, c'est un concept que je trouve très très rigolo. Le cascadeur.
c'est con, mais il fallait y penser. L'une des disciplines des gangrels, c'est fortitude, donc la résistance physique et force d'âme en français, je crois. Donc il a 4 points et il s'éclate. En gros, il continue à faire des cascades et tous les trucs un peu débiles, en étant mort. Et c'est un concept qui est vraiment très, très, très marrant, je trouve. Le survivaliste, évidemment, qui se prépare à l'effondrement de la civilisation et qui est transformé en vampire par un gangrel plutôt sympa qui passe dans le coin, ce qui fait qu'il peut continuer son espèce de lutte en attendant que le monde s'effondre, et ça tombe bien, parce qu'avec l'ennemi final, ça va pas tarder. Et on finit par les gangrels plutôt connus. Alors, c'est pas encore l'époque où c'est vraiment les gangrels connus, c'est-à-dire que le métaplot, plus que le métaplot, le monde encore de vampires n'a pas été complètement cartographié. Donc l'essentiel des personnages que vous trouvez dans les bouquins, à la fin, sont en fait les personnages qui ont été introduits plus tôt dans le livre. Donc notamment le docteur Raoul King, comme je disais, c'est un activiste social des années 60 qui lutte un peu qui était un journaliste, qui luttait contre la corruption active de son vivant et qui continue en fait par rapport aux morts vivants, ce qui montre aussi que les gangrels ne sont pas juste des gens qui vivent dans la forêt et qui peuvent aussi s'intéresser à la politique. Ça, c'est un truc très classique de Vampire la Mascarade, c'est ce qu'on appelle l'Hollywooditis, donc la maladie d'Hollywood. C'est une actrice de l'âge d'or, enfin c'est une actrice de l'âge d'or d'Hollywood qui passait son temps à incarner façon Elvira des comtesses vampiriques, et elle avait un fan qui était un gangrel qui l'a transformée en vampire, sauf que les gens ont essayé de lui expliquer que c'était pas comme au cinéma, sauf que elle souffre d'Hollywooditis, et ce qui est très honteux et embarrassant pour tous les autres vampires de la planète, quel que soit leur clan, leur secte ou leur allégeance, et en fait elle croit vraiment que c'est comme dans les vampires, qu'elle se reflète pas dans les murs, enfin dans les miroirs, qu'elle peut hypnotiser les gens, donc c'est assez tragique. Harbard, qui est le chef des gangrels, au niveau de la forêt noire la forêt noire en Allemagne. Donc ça c'est assez rigolo parce que la forêt noire est très 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 usitée. Elle est montrée comme un endroit extrêmement important. C'est plutôt dans Loup-garou l'Apocalypse qu'on en reparlera. Mais c'est assez... Enfin, malgré toutes les citations sur la forêt noire, il y a très peu de descriptions, il n'y a pas de scénario. Et même dans le supplément sur Berlin, on n'entend que dalle. Donc il y a un tout petit peu dans les loups-garous quand il y a un supplément qui s'appelle Rage Across the World, qui est l'équivalent de World of Darkness pour vampires. Et enfin, donc les Valkyries, qui sont... Donc c'est assez compliqué. La relation, en fait, en gros, les gangrels ont été pendant très longtemps les seuls vampires qui étaient connus en Europe du Nord. C'est eux qui étaient essentiellement, en fait, qui étaient liés, qui se sont acoquinés ou plus ou moins infiltrés, on ne sait pas, à la culture donc de Wotan, la mythologie scandinave, pour aller très vite. Et donc, pour certains, les gangrels sont en fait les Einhard, donc les guerriers qui sont ressuscités par les Valkyries pour se battre pour l'éternité, pour aller du Valhalla. Sauf que concrètement, en fait, ce que ça veut dire, c'est que les Valkyries sont des gangrels qui transformaient des humains, des guerriers morts en gangrels pour qu'ils se battent pour l'éternité. Pour ça, je vous réfère à un supplément qui est vraiment pas mal, qui s'appelle Wolf, je crois que c'est Wolf of the Sea, donc les loups venus de l'océan, qui était le premier supplément que j'avais acheté d'ailleurs en anglais pour Vampire quand j'avais 13-14 ans, je me rappelle. Et du coup, l'idée, c'est que les Valkyries existent toujours, donc elles ont pris maintenant... On en parlait dans World of Darkness, déjà, des Valkyries qui se baladaient, qui faisaient des attentats politiques, mais la relation, en fait, la frontière entre les croyances païennes héritées de la mythologie nordique et le clan gangrel est très très poreux. Ça, c'est un truc qu'on retrouve et qui n'est pas assez utilisé, je trouve, dans ce livre-là. C'est le fait qu'en fait, les gangrels, eux, vont très rapidement rejeter, ou s'en foutent, en fait, simplement, de la religion, des religions monothéistes, et ont très rapidement, en fait, quand ils sont partis à travers le monde, ils ont commencé à aller à droite à gauche et s'infiltrer dans les différentes... en Amérique du Sud, notamment, rappelez-vous, Diablerie, le très très mauvais supplément, c'était un peu déjà ça, dans la religion, dans la mythologie scandinave, et aussi parmi la Horde d'Or de Gengis Khan. Et on a fait le tour avec un petit teasing sur le fan club officiel de Vampire la Mascarade qui permettra à White Wolf un peu de contenir, de créer une fanbase, simplement. Ce qui sera important, il y aura des problèmes, surtout quand le GN va commencer à prendre beaucoup d'ampleur. Je crois qu'il y a des procès qui ont été faits. Je connais très très mal l'histoire du fan club, mais je sais qu'il y a eu des petits soucis un peu compliqués. Et évidemment, le magazine White Wolf qui continue à vivre. Et on a fait le tour, donc je n'ai pas été transcendé, c'est marrant parce que je l'avais quand j'étais petit.
ce supplément. Et, euh, et ouais, je sais pas, ça, je trouve que ça vieillit mal, c'est pas très intéressant, et surtout c'est beaucoup beaucoup de vide pour un bouquin qui fait... ouais, pour un bouquin qui fait quasiment 75 pages, c'est vraiment pas très intéressant, que ce soit l'historique, les profils des PNJ, bon, les archétypes, ça fait un peu partie du folklore, mais c'est vraiment pas le bouquin qui est le plus intéressant. Il y aura des clans de bouquins, vous inquiétez pas, on va se fendre la gueule avec le clan de bouc malkavien, le clan de bouc gangrel et ventrus, on le fait très bien. Mais ouais, des fois c'est pas terrible, quoi. Et puis, mais c'est normal, il y en a eu 13 et c'était. On commençait à rentrer dans la logique de faut faire du fric. On sait que les splat books, donc ces livres-là, font du fric. Donc on continue à en sortir encore et encore. Et c'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça. C'est un peu le jeu aussi, malheureusement. Donc voilà, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Allez, salut!